bonjour à tous, soyez le bienvenu. Voilà, on va être ensemble là pour 1 heure. Je vais intervenir sur environ, on va dire, je vais essayer de tenir les 25 minutes concernant ma partie. Donc tout ce qui est troubles de la déglutition et hygiène bucco-dentaire. Donc c'est vrai qu'en 20 minutes, on va synthétiser au maximum pour que ça soit le plus concret pour vous possible. Donc moi, je suis Isabella Cetesoli, comme l'a dit Mathilde, je suis formatrice consultante. J'interviens essentiellement dans les EHPAD, sur tout ce qui est lié à la nutrition, aussi aux troubles de déglutition, et on aborde bien sûr l'hygiène bucco-dentaire, ce qui fait partie bien sûr sur la prise alimentaire essentielle chez nos résidents. Alors, donc on va commencer. On va être sur les troubles de la déglutition, première partie. Ensuite, on enchaînera sur l'hygiène bucco-dentaire, mais on verra que de toute façon, tout est lié, comme vous le savez. Il va y avoir un témoignage donc, voilà, très concret de Helena Verte-Prairie. Et puis ensuite, voilà, on fera une petite question-réponse si vous avez besoin de précision par rapport au thème d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Donc, la prochaine diapo. Alors, à vous de jouer, oui. Donc, ce que je vous propose là en individuel, c'est un petit quiz. Donc, je vais vous poser 2 questions et vous allez avoir, on va dire, 2 chances, 2 réponses. Donc, vous les gardez voilà, en individuel, en mémoire. Vous aurez les réponses tout au long du déroulé et on verra ensemble à la fin du thème pour voir nos réponses ensemble. C'est un petit prérequis de petites questions pour vous faire réfléchir. Donc, à vous, je vous laisse. Donc, première question, les troubles de la déglutition sont un risque de dénutrition. Voilà, vrai ou faux? Donc, vous gardez votre réponse en tête. Et deuxième question, la carie dentaire peut entraîner des complications cardiaques et pulmonaires. Voilà une bonne question. Vrai ou faux? Donc, à vous aussi, vous mettez vos réponses en tête. Et puis, nous verrons ça à la fin du diaporama pour voir les réponses et vous, si vous avez eu quelle réponse vous avez répondu. Alors, on continue. Voilà. Donc, les troubles de la déglutition. Donc, ça, c'est un vaste sujet en EHPAD, sachant qu'on sait que les prévalences sont importantes, de 30 à 50%, dans certains services, même 50 à 60%, surtout dans les services où il y a plus de dépendance. On voit bien que c'est quelque chose d'assez fréquent. Comme vous le savez, c'est vrai qu'en EHPAD, ce n'est pas quelque chose qui est toujours, on va dire, à l'entrée des résidents dans les EHPAD qui est évalué. Souvent, selon ce que j'ai pu constater sur le terrain, tout dépend bien sûr des protocoles et des EHPAD, mais ça se fait au fur et à mesure quand la personne, quelquefois, voilà, ne s'alimente plus correctement ou vraiment où il y a des toux, voilà, souvent la fausse route, la toux au moment du repas, souvent c'est de cette manière qu'on évalue les troubles de la déglutition, mais on va voir qu'il y a plein d'autres paramètres et qu'il y a plein d'autres, on va dire, moyens de pouvoir la déceler avant, comme de la prévention, pour une bonne prise en charge des résidents et surtout alimentaire. Alors, donc c'est un phénomène complexe, la déglutition, c'est avant tout un réflexe, donc qui est entretenu par le simple fait d'avaler, de manger. C'est vraiment une coordination de muscles et d'articulations. Donc, on voit bien que, en fonction de l'âge, bien sûr, les apparitions peuvent être plus fréquentes, mais pas forcément. C'est souvent l'apparition de pathologies qui vont altérer la déglutition, qui vont donc entraîner des troubles de la déglutition, des pathologies, par exemple des infections neurologiques que vous connaissez bien, comme les maladies, bien sûr, de Parkinson, qui peuvent être très fréquentes en EHPAD. Bien sûr, la maladie Alzheimer, les démences. Donc, on imagine dans les unités protégées, il y a plus de risques d'apparition, en effet, de troubles de la déglutition qui vont majorer des difficultés au niveau de l'alimentation, mais pas que. On verra après sur les complications. Alors, bien sûr, il y a aussi toutes les altérations au niveau stomatologique. Donc, on va parler ensuite de l'hygiène bucco-dentaire, mais au niveau bucco-dentaire, si la personne a un appareil dentaire inadapté, donc bien sûr, ça peut en effet aggraver des problèmes, bien sûr, de xérostomie, de sécheresse buccale, mais pas que, des infections aussi. Il peut y avoir des candidoses, que vous connaissez bien, des gingivites, qui vont aussi avoir une altération sur le mécanisme de la déglutition
et qui peuvent en effet provoquer des troubles de la déglutition et toutes les conséquences que l'on peut connaître. Ah, donc on voit bien déjà que voilà, l'alimentation, la déglutition et l'hygiène bucco-dentaire et une bonne, on va dire, hygiène buccale vont avoir vraiment une incidence déjà sur le confort du résident, mais aussi sur la déglutition. Et il faut savoir qu'on déglutit une fois par minute, 300 fois par heure et par repas. Donc, on imagine bien le résident, à chaque moment, à chaque étape du repas, la difficulté avec une dysphagie, donc dysphagie, trouble de la déglutition. Voilà, les risques peuvent être majorés, hein, surtout au moment du repas, mais pas que, même aussi en avalant sa salive. Donc, bien sûr, il y a aussi les pathologies, les myopathies, tout ce qui est au niveau musculaire, puisqu'on sait bien que la déglutition va faire intervenir une coordination de muscles et d'articulations, hein, plus de 300 muscles. Donc, on imagine bien, hein, même les dénutritions, perte du poids, perte de la masse musculaire, la déshydratation va aussi avoir une incidence sur la survenue des dysphagies. Hein, donc, et puis certains médicaments. Voilà, donc ça, c'est vrai que bon, les spécialistes, hein, les infirmières, les médecins pourront vous le dire aussi, des médicaments, des benzodiazépines par exemple, ou des médicaments aussi qui vont assécher les muqueuses ou qui vont réduire la salive. Hein. Je vous rappelle, la salive, elle est vraiment essentielle déjà pour lubrifier, bien sûr, au niveau des muqueuses, mais pas que, au niveau aussi de la digestion. Hein. C'est ce qui va permettre aussi de lubrifier l'aliment et de pouvoir, pour le résident, de mastiquer et de propulser dans le pharynx. Donc, on voit bien que c'est, et puis aussi la prédigestion, donc on voit bien que c'est vraiment essentiel pour voilà, une qualité de vie aussi du repas pour le patient. Donc voilà, bon, différents médicaments, état bucco-dentaire, pathologie, une fréquence importante. Voilà. Donc on voit bien que les conséquences peuvent être graves concernant les troubles de la déglutition. Donc bien sûr, le pronostic vital peut être engagé puisque, comme on le sait, et bon, moi souvent les stagiaires sont souvent voilà, les soignants qui doivent accompagner au repas. Ça peut être très difficile pour elle et aussi pour le résident, on va voir, puisque l'alimentation, on va dire, normale va être freinée, soit la personne va avoir des difficultés pour avaler, soit la déglutition va être très difficile, soit elle peut garder en bouche par peur aussi d'avaler, puisque quand il y a des dysphagies bien diagnostiquées. Donc l'anxiété du repas va être à la fois pour le résident, mais aussi pour le soignant. Hein, souvent, elles me disent ah ben moi c'est ma hantise qu'il fasse une fausse route et que voilà et que le résident voilà, que les mesures d'urgence ne soient pas faites automatiquement. Et voilà, le pronostic vital, le décès du résident est quelque chose de très angoissant pour aussi les soignants. Donc, d'où l'intérêt vraiment de les repérer avant et de pouvoir voilà, mettre en place tout un protocole pour à la fois maintenir la sécurité du patient, mais aussi du soignant, et de pouvoir justement aussi avoir des objectifs nutritifs et d'adapter voilà, les gestes, le repas pour que tout se passe au mieux. Donc on voit bien, oui, alors souvent, le trouble de déglutition, on pense fausse route, mais je vous rappelle, toute personne voilà, qui n'ont pas forcément des dysphagies, des problèmes au niveau de la déglutition, on peut faire des fausses routes. Hein. Souvent, les pompiers pourraient vous en parler, voilà, ou même en résidence, souvent, on m'en parle aussi. On dit, tiens, cette personne, elle n'avait aucun problème de dysphagie et au moment du repas, voilà, une fausse route eau solide, une fausse route eau liquide et donc un risque en effet est valable pour tout type de résident. Hein. En revanche, la dysphagie, hein, souvent il peut y avoir des dysphagies, des fausses routes qu'on appelle silencieuses.
Il n'y a pas forcément une toux prononcée, mais à bas bruit, d'où l'intérêt de bien repérer. Hein. Donc, il peut y avoir des dysphagies à bas bruit, donc des risques, bien sûr, de dénutrition, puisque la personne va commencer à moins s'alimenter. C'est souvent comme ça qu'on va repérer aussi. Le repas va commencer à être un peu plus, on va dire, avec des complications. La personne peut refuser de s'alimenter. Il peut y avoir aussi des infections fébriles, infections pulmonaires. Souvent, les personnes vont faire des infections. Bon, on ne s'en rend pas forcément compte. Et il peut y avoir une dysphagie avec ce qu'on appelle aussi les pneumopathies d'inhalation, où en effet, l'aliment ou les liquides, au lieu d'aller dans l'œsophage, vont aller dans la trachée à bas bruit, puisqu'il n'y a pas forcément des fausses routes vraiment aiguës, et donc provoquer des infections, des infections pulmonaires. Donc on voit bien que les complications peuvent être très graves. Voilà, il y a des études qui montrent que dans les résidences, il y a plus de 4000 décès par an qui peuvent être attribués donc aux dysphagies. Hein. Donc on voit bien que c'est quelque chose de très fréquent et de très anxiogène, puisque si la personne, il va y avoir des obstacles sur la dénutrition, sur la nutrition, on voit bien que la dénutrition aussi va être plus importante, et donc d'autres risques aussi de dépendance et de majoration des pathologies. Alors, simplement sur la dysphagie, ce qui est important, c'est de savoir qu'il peut y avoir au niveau du diagnostic des dysphagies, des troubles de la déglutition, on va dire, trois niveaux clés. Sachant que je vous rappelle, la déglutition, c'est un mécanisme complexe qui fait intervenir et muscles et articulations. Et donc, il va y avoir 3 étapes clés de cette déglutition. Il y a la phase orale. La phase orale, c'est là où la personne, donc le résident, va mastiquer. Donc, tout va dépendre aussi de son état dentaire, hein, parce que pour mastiquer, il faut des dents. Donc, il faut adapter aussi, on verra, donc l'alimentation. Donc, on voit bien que déjà, rien qu'à l'aspect buccal, donc on peut déjà se faire une idée déjà en prévention sur la déglutition. D'où l'importance, on verra sur le diagnostic, de pouvoir aussi aller voir. Voilà, alors même le rôle de l'infirmière aussi, d'aller regarder un petit peu dans la bouche, voilà, comment se passe au niveau de la clinique au niveau buccal. Donc la phase orale, hein, donc c'est les aliments qui vont être mâchés. Hein, donc, voilà, avec la salive, vont pouvoir être lubrifiés et propulsés. Donc, il faut aussi de la force. Donc, on voit bien que la déglutition demande aussi de la force. Propulsés dans le pharynx, où là, ça va être une phase, on va dire, plutôt en apnée. Hein, souvent, voilà, donc la trachée va être on va dire, voilà, c'est une apnée qui va avoir lieu. Et souvent, quelquefois, l'apnée ne se passe pas aussi bien, et donc il peut y avoir des aliments qui vont aller dans la trachée. Et la phase œsophagienne, donc là, c'est plus au niveau de l'œsophage, qui est un muscle, hein, je le rappelle, donc avec un péristaltisme pour faire avancer le bol alimentaire. Et là aussi, il peut y avoir des troubles de péristaltisme ou même des remontées après le repas. Donc, on peut faire des fausses routes après le repas, hein, quelques temps après, puisqu'il peut y avoir des remontées, hein, comme donc des remontées, bon, on parle de remontées souvent acides, mais là, il peut y avoir aussi, puisque le péristaltisme peut être dysfonctionnant, et avoir aussi des remontées après le repas. D'où l'importance de bien le patient après le repas, qui reste assis au moins 20 minutes à 30 minutes, qui puisse pouvoir avoir une digestion plus en sécurité, et d'éviter voilà, des remontées. Hein. Souvent, moi, j'avais une stagiaire qui me disait, voilà, la nuit, elle avait des problèmes au niveau de l'œsophage, et elle faisait des fausses routes. Voilà, la nuit, elle se réveillait et elle toussait parce qu'elle avait des remontées au niveau de l'œsophage. Donc, on voit bien que ça va être important, voilà, de savoir un petit peu oral, phase pharyngée, phase œsophagienne, pour pouvoir aussi, vous, les repérer. Hein. Donc, comment repérer en pratique les troubles de la déglutition, des choses simples pour les équipes. Je vais changer la slide, voilà. Donc on a vu, hein, si c'est en fonction de la phase orale ou phase pharyngée, donc par exemple, s'il y a des difficultés, des dysfonctionnements au niveau de la phase orale,
va y avoir des difficultés de mastication, la personne peut baver. Souvent, c'est vrai que souvent voilà, l'équipe me dit ah bah oui, il bave, mais je ne pensais pas que c'était des problèmes de déglutition. Bah, si, ça peut être un signe, hein, si la personne bave beaucoup, sachant qu'en plus, voilà, la salive est vraiment utile pour la personne, hein, pour bien sûr hydrater, lubrifier, mais aussi pour l'alimentation. Hein. Les orthophonistes disent même de récupérer, hein, récupérer la salive dans le bol alimentaire pour pouvoir que la personne puisse digérer. Hein. Chaque fois, ça fait huer les équipes, mais c'est les conseils des orthophonistes pour montrer à quel point c'est important. Donc, le maintien prolongé des aliments en bouche, donc ça, souvent, vous m'en parlez. Bah oui, il garde en bouche, il ne veut pas avaler. Donc, on se rend bien compte aussi que ça aussi, c'est un signe de dysphagie. Donc, il va avoir, donc d'où l'importance après au moment du repas de faire d'utiliser des petites cuillères, des petites bouchées, de bien s'assurer que la personne a avalé, de la faire avaler à vide pour être sûre déjà qu'elle a, voilà, qu'elle a bien avalé et d'éviter justement des résidus en bouche et des grosses bouchées qui peuvent être problématiques. Hein. Donc, la voix aussi, la modification de voix qui est souvent un problème au niveau de la face pharyngée. Donc, la personne mange et après, la voix est mouillée, ce qu'on appelle une sorte de voix mouillée qui change. Donc, ça aussi, c'est un signe de repérage d'une dysphagie. Alors, bien sûr, hein, le reflux nasal, quand il y a même pendant le repas, hein, ça coule au niveau du nez. Ça, c'est vraiment caractéristique de la dysphagie. Les raclements de gorge et tout sautement avant et après la déglutition sont un signe important. Donc, on voit bien qu'on peut le repérer avant. Souvent, les équipes, ça les aide beaucoup d'avoir ces petits trucs pour pouvoir vraiment pouvoir identifier la personne en amont. Parce que plus on le fait en amont, parce que plus on peut mettre en place des solutions et pouvoir peut-être pour certains résidents avoir de la rééducation, hein, sachant qu'on a dit que c'est des muscles, des articulations. Donc certaines, on va dire, dysphagies peuvent être rééduquées. C'est souvent à l'hôpital, ça se fait par une orthophoniste. Donc ça, c'est possible, d'où l'intérêt de bien les repérer et voilà, de ne pas forcément attendre le dernier moment. Alors, justement, on va voir un petit peu qui fait quoi dans le diagnostic et la prise en charge. Donc, on voit bien que tout le monde est utile, hein, c'est pluridisciplinaire, tout le monde est important. Donc, les protocoles, bien sûr, les protocoles souvent vont faire intervenir, bien sûr, les équipes soignantes, donc le médecin qui a le rôle de diagnostic, voilà, où il peut envoyer voir un spécialiste ou bien faire des vidéos de déglutition pour identifier voilà, le mécanisme et à quel moment fait défaut la déglutition. Ensuite, dans l'idéal, moi, ce que je vois souvent dans les EHPAD, c'est voilà, le médecin peut prescrire un bilan avec orthophonique, une orthophoniste. Donc, il y a des EHPAD qui travaillent avec des orthophonistes libérales. Il faut trouver vraiment une personne qui est spécialisée dans ce domaine. Et c'est elle qui va faire les bilans. Voilà, les bilans pour pouvoir diagnostiquer quel type d'aliments on va justement, quelle stratégie on va adopter avec ces résidents. Est-ce la personne peut boire du liquide? Est-ce qu'on la passe en eau gazeuse? Est-ce qu'on lui met du mouliné, enfin du mixé? Bon, après, il y a plein de termes au niveau des textures. Donc, tout ça, c'est vrai que souvent, quand on a un bilan orthophonie, ça rassure tout le monde, puisque c'est elle qui va faire les tests auprès du résident et qui va pouvoir justement dire aux soignants et à la cuisine quel type d'alimentation pour pouvoir voilà, alimenter la personne en toute sécurité pour qu'elle puisse aussi garder un poids stable. Alors, donc, je vous disais aussi, elle peut faire aussi de la rééducation quand c'est possible, puisque c'est des muscles. Hein, donc, souvent, on va les faire déglutir, on va leur faire claquer la langue, etc. Donc, il faut aussi que la personne soit consciente et puisse avoir de la force pour pouvoir faire ces exercices. Le kinésithérapeute aussi peut intervenir sur la rééducation. Et l'ergothérapeute, j'en rencontre de temps en temps dans certaines EHPAD, peuvent aider les équipes et aussi les résidents sur voilà, le matériel technique adapté,
le verre ergonomique en coche nasale, ou bien les couverts adaptés aux dépendances des résidents, ou tout simplement l'installation qui va être vraiment essentielle avec la tête toujours penchée en avant pour justement éviter les troubles de la déglutition. Voilà. Alors le diététicien aussi, sur tout ce qui est alimentation, on l'a vu. Le dentiste va bien sûr essentiel aussi, puisqu'on voit bien qu'en stratégie aussi, l'hygiène bucco-dentaire va être essentielle, puisqu'on va s'assurer aussi que de niveau buccal, tout soit, on va dire, nickel, hein, si je peux me permettre de parler comme ça, mais surtout aussi de vérifier, même à la fin de repas, qu'il n'y ait pas de résidus alimentaires qui peuvent provoquer une fausse route par la suite. Hein. Et l'entourage aussi, bien expliquer à l'entourage, aux résidents aussi, parce que souvent il peut y avoir un refus de résidents et c'est très compliqué, et l'entourage aussi qui peuvent être dans le déni ou qui ne comprennent pas forcément pourquoi on ne peut plus faire plaisir donc à leur papa ou à leur maman. Hein, donc on voit bien que c'est vraiment global. Après, les protocoles, ils peuvent être mis en place par les équipes. Je vous verrai à la fin, je vous mettrai des petits grilles de repérage pour vous aider justement à repérer et qui fait quoi en EHPAD. Alors, simplement, je fais un petit point sur les mesures d'urgence avant d'aborder l'hygiène bucco-dentaire, parce que souvent, voilà, ça c'est un point clé chez les soignants. C'est là, au moment du repas, je fais souvent des mises en situation, des petits jeux de rôle pour voir, pour rappeler un petit peu quel est le protocole du repas, mais surtout les mesures d'urgence, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait. Alors, si la personne tousse, voilà, elle peut respirer encore, qu'elle tousse, on l'invite à tousser, parce que c'est plutôt positif. Elle essaye de faire remonter l'aliment ou le liquide qui est passé dans la trachée. Donc, on la laisse tousser, on lui penche un petit peu la tête en avant. Voilà, donc tant qu'elle respire, tout va bien. Si en revanche, on voit que la personne ne respire plus, ou bien on voit qu'elle devient, et souvent on en parle, les gens déambulants qui commencent à changer de couleur, etc., on ne sait pas quoi faire et qui ont mangé quelque chose qu'ils ne devraient pas manger. Donc là, dans ces cas-là, il faut faire la manœuvre de Heimlich, pardon. Donc voilà, donc je vous rappelle, hein, on se met derrière la personne, on place un point fermé au creux de l'estomac et on va faire un mouvement vers le haut pour pouvoir comprimer au niveau du thorax pour pouvoir expulser l'aliment. Hein. Alors souvent, on peut recommander de taper 3 fois dans le dos et de faire le geste de Heimlich et de recommencer. Hein. Donc il y a plusieurs méthodes concernant la manœuvre de Heimlich. Voilà. Sinon, il y a aussi l'aspiration, mais ça, c'est plus le rôle de l'infirmière. Souvent, c'est avec les liquides. Voilà. Alors, j'espère que j'ai répondu là, enfin, je vous ai éclairé sur ce thème, sur les troubles de la déglutition. On va enseigner sur l'hygiène bucco-dentaire. On voit bien que ça va être lié justement aussi aux troubles de la déglutition qui vont être essentiels puisque ça fait partie d'une stratégie. Bon, c'est vrai qu'en pratique, l'hygiène bucco-dentaire, pour connaître, souvent au niveau des EHPAD, ça va dépendre aussi des protocoles. Qui va mettre en place est-ce qu'il y a un accès aux dentistes, hein, sachant que je vous rappelle, plus de 50% des résidents n'ont pas vu depuis de 5 ans de dentiste. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à mettre en place pour les EHPAD. Un patient sur deux, un résident sur deux a des difficultés, a des problèmes au niveau de caries, de gingivite, d'infection. Donc, c'est vraiment quelque chose de vraiment courant en EHPAD. Et souvent, quand je demande aux équipes, voilà, des fois, on dit oui, on ne le fait pas le soir. Et pourquoi il n'y a pas forcément de nettoyage le soir, on ne sait pas trop, des habitudes, où on se dit, tiens, c'est normal que perdre ses dents quand on est vieux, oui, ça peut être des a priori aussi à convaincre, sachant que s'occuper des dents, ce n'est pas important dans la prise en charge des soins, c'est faux, c'est essentiel, ça fait partie aussi des 14 besoins de Virginie Anderson au niveau de la toilette, c'est quelque chose d'essentiel pour la personne. Et puis, on sait bien que souvent, moi, on me dit,
des témoignages. Voilà, j'ai ma tante qui est rentrée en EHPAD, elle avait toutes ses dents là, et puis quelques années après, voilà, donc elle perd toutes ses dents ou des chicots comme on appelle. Donc c'est vrai que c'est se poser des questions, c'est de prioriser aussi, c'est vraiment essentiel pour les personnes de pouvoir avoir accès à une hygiène bucco-dentaire. On l'a vu déjà pour soi-même au niveau, bien sûr, qualité de vie, mais aussi pour éviter toutes les infections qui peuvent être liées. Parce qu'on sait bien qu'une infection, voilà, une carie, une infection buccale peut avoir des répercussions sur aussi des infections cardiologiques, des infections pulmonaires. Donc on voit bien que ça migre. Certaines études ont même dit que ça majorait les pathologies, les démences ou les maladies Alzheimer. Donc bon, on se rend compte qu'au final, toutes ces micro-organismes, ces bactéries n'ont pas lieu d'être et qu'une hygiène voilà, bucco-dentaire peut vraiment aider le résident à garder une bouche, on va dire, une bouche saine et de pouvoir s'alimenter convenablement et éviter aussi les dysphagies. Alors, on continue. Voilà, les soins dentaires coûtent cher, faux. S'occuper des dents, ce n'est pas important, faux. On ne garde pas la prothèse la nuit, il faut la mettre à tremper, faux. Hein, il n'y a pas besoin, donc il suffit simplement de nettoyer l'appareil dentaire et de mettre, voilà, et de la faire tremper seulement 20 minutes une fois par semaine. Voilà, les mauvaises, donc la litose, hein, les mauvaises personnes ont une mauvaise haleine. Bon, ça aussi, c'est faux. C'est vrai que moi, des fois, je vais en EHPAD, je vous assure. Il y a des résidents, même au bout du couloir, on sent la laine. Donc, on se rend bien compte que, bon, on peut voir ensemble en équipe ce qu'on peut mettre en place. Alors, les recommandations. C'est vrai que dans les recommandations, moi, j'ai trouvé des recommandations de l'HAS, surtout en prévention carie dentaire, où là, ils recommandent minimum un nettoyage 2 fois par jour des dents. Mais bon, c'est vrai qu'après, si on n'a pas forcément de dents, rien que aussi pour les muqueuses, etc., on peut faire des soins de bouche, hein, pas seulement aussi en fin de vie, mais pas seulement. Et puis, ils recommandent une fois par semaine des visites chez le dentiste et eu des conseils d'éducation pour la santé bucco-dentaire de la part des soignants. Donc, on voit bien que ça fait partie aussi de notre rôle de pouvoir continuer à maintenir une bonne hygiène de nos résidents. Et souvent, ils me disent ah, bah oui, mais ils veulent pas. Ils veulent pas se laver les dents. Ils disent oui, j'en ai pas beaucoup, j'ai pas envie. Donc, c'est vrai aussi qu'on peut avoir des freins de la part aussi des résidents. Donc, ce que je leur dis souvent, c'est quand les personnes sont autonomes de pouvoir elles-mêmes qu'elles puissent, voilà, on peut leur préparer, les encourager, on peut leur préparer leur brosse à dents, leur gobelet, leur dentifrice. On peut les encourager, leur rappeler à quel point c'est important sur l'alimentation. Voilà, hein, c'est les points clés. On ne force pas surtout, hein, quelquefois il faut revenir au bon moment. Ou même des personnes alitées qui ne peuvent pas se déplacer, qui peuvent avoir des troubles cognitifs. Donc, ça nous arrive et dans ces cas-là, on repasse et ça marche. Hein, voilà. Donc, c'est vrai que c'est toujours une organisation. Alors, donc, on continue. Donc, le soin de bouche, alors on l'a vu, hein, vraiment essentiel. Donc, c'est de prévenir aussi les pathologies infectieuses et inflammatoires locales. On en a parlé, hein, puisque voilà, une carie sur deux, plus de 75% des résidents ont un problème au niveau buccal ou de carie ou autre, ou de gingivite. Ou même. Donc, on voit bien que ça va être essentiel. Entretenir les prothèses, bien sûr, souvent on me dit oui, les prothèses, ils ne veulent pas les mettre, souvent elles ne sont pas adaptées, donc c'est essentiel de pouvoir travailler avec des chirurgiens dentistes, sachant que c'est vrai que si la personne a un appareil dentaire, c'est recommandé qu'elle voit au moins 2 fois par an le chirurgien dentiste, le dentiste, pour vraiment nettoyer et adapter aussi l'appareil dentaire. Si la personne maigrit, ben oui, l'appareil dentaire ne va pas être adapté. Donc, c'est aussi la difficulté, c'est qu'il va maigrir, donc il faut aussi le réadapter. Donc, on voit bien que c'est vraiment global. Hein, la personne perd ses dents, elle mange moins, on passe au mixé, hein, puisque 50% des résidents sont à mixer
en EHPAD. Et donc, automatiquement, vous voyez, c'est un peu le cercle vicieux. Donc, on voit bien que le soin de bouche va être essentiel en prévention de la dénutrition et des dysphagies, aussi qualité de vie, et bien sûr aussi soins stratégiques dans les troubles de la déglutition pour, pour éviter les résidus, bien nettoyer et éviter justement toutes les mycoses, les gingivites qui vont être un obstacle et qui vont faire apparaître aussi tous les problèmes de dysphagie. Alors, on continue. Donc, on va voir un petit peu le matériel. Alors, donc, globalement, sur les soins dentaires, je rappelle, c'est vrai que l'idéal, c'est 2 fois, le matin, surtout le soir, après les aliments. Sinon, bon, un minimum 1 fois par jour, mais dans l'idéal, ça serait le soir. Mais après, ça va dépendre aussi des habitudes de vie du résident. On ne peut pas forcer un résident qui a eu l'habitude de se laver les dents le matin. Ou le soir. Et puis, il faut aussi tenir compte aussi des habitudes de vie. Je rappelle que c'est le rôle propre de l'infirmière, en collaboration avec les aides-soignantes. C'est à consigner. Il peut y avoir des protocoles aussi directement en début, quand le résident arrive, de voir un petit peu le matériel qu'on demande pour pouvoir justement mettre la dynamique et pouvoir organiser l'hygiène bucco-dentaire directement dans le soin du patient. Alors, du résident. Donc, on va voir le matériel. Donc, pour vous rappeler un petit peu trucs astuces sur le matériel. Donc, on va changer de slide. Voilà. Donc, sur le matériel, je vous ai mis en fonction des soins. Si la personne elle est autonome, on a le gobelet, on a la brosse à dents à changer tous les 3 mois. L'idéal, de prendre des souples et puis des petites dimensions pour pouvoir nettoyer les dents en toute sécurité. Donc, c'est recommandé un dentifrice au fluor pour les personnes âgées. Donc, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc, ça, c'est le premier soin. Si la personne est autonome, on lui prépare. Si elle a besoin d'une aide partielle ou d'une aide totale. Voilà, donc le matériel adapté. Ensuite, il y a tout ce qui est appareil dentaire. Donc, comme je vous l'ai dit, ce qui va être important, c'est le nettoyage pour enlever les débris. Donc, la petite brosse, voilà, la petite brosse si on a, mais si on n'a pas, on peut nettoyer avec de l'eau ou une brosse à dents classique. Une petite brosse, on s'en fait adapter. Et je vous rappelle, pas besoin de laisser toute la nuit dans le bac, de laisser tremper l'appareil dentaire. 1 fois par semaine, seulement 20 minutes, on fait tremper avec la petite pastille pour désinfecter. On rince. Ensuite, on peut laisser dans le bac l'appareil dentaire la nuit si le résident le souhaite. Sinon, il peut le remettre en bouche. Ça dépend des habitudes. Le soin de bouche qui va être essentiel chez les personnes qui n'ont plus forcément de dents, mais pour les muqueuses, de nettoyer les muqueuses, la langue. Donc, il y a soit les petits bâtonnets que je vois en EHPAD, souvent, même avec de l'eau, on peut prendre du bicarbonate, mais même avec de l'eau, ça marche. Si on n'a pas, il y a les petits bâtonnets comme ça, qu'on trempe pour qu'on puisse enlever les débris et nettoyer en douceur, ou les systèmes D qu'on presse. Souvent, on peut mettre les doigts, mais ne vous inquiétez pas, j'ai rencontré rarement des résidents qui se sont fait mordre, ou bien on peut mettre un petit abaisse-langue, les trucs et astuces des soignants. Donc, on voit bien que le matériel est important, déjà qui va donner envie aussi aux soignants et aux résidents. Après, c'est vrai que c'est vraiment une organisation en pratique. C'est de voir les équipes le soir, c'est de mettre en place, d'en parler le matin. Et il y a des protocoles souvent dans les docs. Donc, c'est vraiment à mettre en place. Alors, je vais terminer, puisque j'en suis à plus de 30, je suis à 30 minutes. Les petites réponses. Alors, les troubles de la déglutition sont un risque de dénutrition. Eh bien oui, c'est vrai, je pense que ça, vous l'avez bien entendu, bien sûr. Un risque important, plus de 50%. La carie dentaire peut entraîner des complications cardiaques et pulmonaires. On l'a vu, eh bien oui, c'est vrai. Donc, on voit bien l'importance de l'hygiène bucco-dentaire.
dans la prévention des troubles de la déglutition, mais aussi voilà, la prévention de certaines pathologies. Donc voilà, je termine sur les petits documents que je vous ai dit. Donc je vous ai mis conduite à tenir en cas de TD, de troubles de déglutition. C'est une petite grille de repérage par la Société française de nutrition voilà, entérale et parentérale. Donc c'est assez bien fait. Il parle aussi du petit test de pipeau, c'est le test au verre d'eau, souvent que vous faites automatiquement sans forcément protocoliser, mais vous pouvez le protocoliser. Je vous ai mis aussi détection et prise en charge. C'est un document qui est très très clair sur aussi au moment du repas, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, l'installation, etc. Vous avez aussi soins bucco-dentaires, la petite fiche de Mobiqual qui reprend tous les points clés. Et puis pour les établissements de personnes âgées, santé bucco-dentaire, voir un petit peu comment mettre en place un protocole ou comment, voilà, avec les équipes, pouvoir améliorer la prise en charge aussi bucco-dentaire. Bah, j'ai terminé, donc je vais laisser donc, le témoignage. Merci Isabella pour votre intervention à la fois théorique et très pratique. Alors effectivement, maintenant, on va laisser la parole à Morgane Vissot. Je vais réactiver son micro. Bonjour à tous. Alors, je suis infirmière référente nutrition pour le groupe Helena Santé au sein de la résidence Verte Prairie sur Salon de Provence. Dans les Bouches-du-Rhône, nous avons eu accès, donc on est établissement pilote en association donc avec des hôpitaux de Marseille, SMS Dents, donc c'est soins mobiles de soins dentaires. C'est une filiale d'Andident, pour ceux qui connaissent, et le principe est que le cabinet dentaire se déplace dans les EHPAD directement, ce qui facilite tout à fait le travail, effectivement, parce que vous n'êtes pas sans savoir, vous le savez aussi bien que moi, que l'accès au cabinet dentaire pour les résidents en EHPAD, c'est très compliqué, alors qu'ils sont en unité ouverte dès lors qu'il y a un fauteuil roulant, qu'il y a du matériel adapté pour la mobilité. C'est compliqué d'avoir un dentiste qui a un cabinet adapté au PMR, hein, tout simplement, parce qu'il suffit d'y avoir 3 marches et c'est foutu, on ne peut plus les emmener. C'est compliqué aussi de façon générale d'avoir un réel partenariat avec un dentiste, parce que la population d'EHPAD requiert beaucoup de patience dans les soins. Et c'est pas forcément, c'est toujours difficile d'avoir un dentiste qui peut se dégager autant de temps pour nos résidents. Là, l'avantage aussi, c'est pour les résidents des populations en unité protégée, qu'on ne peut pas forcément sortir de la résidence ou même carrément de leur unité parce que c'est trop perturbant pour eux. Alors, on n'envisage absolument pas de les sortir pour un cabinet dentaire. Donc, c'est vrai que tout ça fait qu'on a effectivement dans les résidences parfois 50% des résidents qui ne sont pas vus. Nous, on a eu donc la chance de participer à ce projet. Donc, ça fait 2 fois maintenant. C'est 1 fois par an. Hein. On a pris le pli 1 fois par an en début d'année de les faire intervenir chez nous. C'est une liste de résidents qu'on leur fournit. Alors, nous, on a la chance de voir nous, on a un établissement d'une centaine de résidents. On a 60 résidents qui sont vus par SMS Dents. Le seul prérequis à avoir, c'est qu'effectivement, il leur faut une pièce. Nous, on a un salon de coiffure, donc qui se transforme en cabinet dentaire pour 15 jours. Ils viennent 1 semaine, ils font les évaluations des résidents que nous avons inscrits, ils font l'évaluation bucco-dentaire et en fonction, ils nous disent s'il y a besoin de soins. Ils reviennent la semaine d'après. S'il y a besoin de reprise, effectivement, de prothèses dentaires aussi, parce qu'ils ont la possibilité de le faire. Et si tout simplement, si tout va bien, on sait que tout va bien. Voilà un petit peu l'organisation pour SMS Dents. Je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre à part le fait que le monde du soin bucco-dentaire s'ouvre aux EHPAD et que c'est très agréable de vraiment pouvoir prendre en charge ces soins-là pour lutter contre la dénutrition, c'est primordial. Là, je vois comment interviennent les kinés. Donc, c'est vrai qu'en pratique, j'en vois peu. Il faut déjà que le kiné soit spécialisé. C'est plus aussi dans la rééducation.
peut faire des bilans aussi, peut faire des bilans de déglutition et de corollaire. En revanche, voilà, c'est de trouver un kiné qui est spécialisé dans le domaine, peut-être plus à l'hôpital. En EHPAD, j'en vois rarement en pratique. Hein, j'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, problématique de délai d'attente pour un rendez-vous chez le dentiste et accès au cabinet pour un brancard. Donc, en effet, hein, la difficulté, c'est de pouvoir travailler avec des réseaux de dentistes ou avoir un dentiste à côté. Ce que, en pratique, je vois pour la ville de Paris, ils ont des fois des dentistes mobiles qui se déplacent dans les EHPAD. Hein, donc, ça se fait aussi. Après, oui, c'est toujours la difficulté, mais bon, voilà, faut prendre un rendez-vous, il faut que la personne se déplace. En effet, c'est un peu le frein. Alors, une IDE a-t-elle également le droit de dépister des troubles de la déglutition? Donc, c'est une bonne question. C'est ça? Oui, de dépister les troubles de la déglutition. Donc, en effet, l'IDE, elle peut intervenir aussi sur le repérage. Elle est, je dirais, elle est compétente pour faire le test de pipeau aussi, comme je vous dis, le test au verre d'eau de l'ANESM. Qui est identifié dans les protocoles pour identifier justement. Elle peut aussi faire une évaluation orofaciale. Il y a aussi des outils. Et puis après, bien sûr, en collaboration avec le médecin, quand c'est un petit peu plus tout ce qui est exploration de la déglutition. Mais en effet, parce que moi je vois en pratique, vous avez des EHPAD où il n'y a pas forcément de médecin, ni médecin de coordinateur, où c'est l'IDE avec les équipes qui vont diagnostiquer en fonction et modifier l'alimentation des résidents. Donc, en effet, une IDE est tout à fait apte et compétente pour en tout cas évaluer, faire le test au verre d'eau et évaluer aussi une clinique orofaciale. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. On nous demande également si la consultation d'évaluation doit être, comment elle doit être rémunérée. Alors, la consultation d'évaluation, c'est-à-dire, je ne comprends pas. Alors, vous précisez votre question. Je crois qu'en dessous, on a. Alors, elle doit avoir reçu une formation. Est-ce qu'elle doit avoir reçu une formation spécifique? Alors, oui, c'est toujours bien de se former avant. Alors après, voilà, de voir un peu les outils. Est-ce que déjà, il y a un protocole au sein de l'EHPAD? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont été mises en place, oui ou non? De travailler peut-être en collaboration avec le médecin, etc. Oui, mais en effet, c'est que voilà, elle peut faire une formation spécifique hein, de troubles de déglutition ou de voir un peu aussi tous les outils de repérage ou bien de travailler en équipe sur le test au verre d'eau. Oui, en effet. Après, oui. En tout cas, c'est préconisé de se former, en effet. Alors, et on nous demande plus précisément formation qualifiante. Oui, mais par qui? Oui, c'est ça. Alors, c'est la même personne. Oui. Oui, alors des formations, vous pouvez voir directement avec les organismes de formation. Tous les organismes de formation proposent des formations en équipe aussi de troubles de la déglutition. Une formation qualifiante, je ne sais pas ce que vous appelez qualifiante. Alors, dans ces cas-là, je ne saurais pas trop vous dire s'il y a des formations qualifiantes. Il y a peut-être des DU à voir. Je ne peux pas vous répondre là comme ça. Il faudrait que je me renseigne. Voilà. On pourra revenir vers vous à ce sujet, effectivement. Oui, je vais le noter. Mais, ouais. Voilà. Pour vous indiquer plus précisément ce qu'il existe. Ouais. Voilà, ce qu'il existe. Alors, on a une question qui s'adresse à Morgane, donc je ne sais pas si elle est toujours là. Je crois, par rapport à la rémunération des dentistes, c'est ça? Redites-nous, pardon. Alors, j'ai vu quelque chose par rapport à l'intervention des dentistes, certainement le coût pour les établissements. Oui. Effectivement, ça n'est pas forcément
parler. Alors, le coût pour l'établissement, nous, je sais qu'on les a vus d'abord avec la direction pour se mettre d'accord. Et il y a un coût de reste à charge pris en charge en fait par notre établissement de mémoire de 20 € par résident vu. Donc ça, c'est notre participation à nous. Il y a la possibilité, effectivement, c'est comme un dépassement d'honoraires, en fait, de le laisser à payer aux résidents. Nous, on a pris la décision qu'il n'y ait pas de reste à charge et de dépassement d'honoraires pour nos résidents. Donc, toute cette partie-là, c'est nous qui la finançons. Sinon, c'est qu'on soit en dotation globale ou pas pour les établissements, c'est comme s'ils allaient au cabinet dentaire directement chez le dentiste. Il passe la carte vitale et il n'y a pas de dépassement d'honoraires et on paye les soins et c'est tout une prise en charge par la sécurité sociale. J'espère que ça a répondu à la question, sinon n'hésitez pas à nous apporter des précisions. Alors, je vois des hochements de la tête, donc j'imagine que c'est bon, super. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ou ça peut être à la fois des témoignages, peut-être sur ce que vous avez mis en place ou des problématiques que vous rencontrez. N'hésitez pas à nous dire, ça peut être intéressant d'échanger. Excusez-moi, si je peux intervenir, moi, sur les formations qualifiantes, parce que du coup, en tant qu'infirmière référente nutrition, il y a un DU nutrition. Après, tout ce qui est test de déglutition, notamment le test au verre d'eau, pour les infirmières, c'est comme un soin. C'est comme un pose de cathéter, c'est juste à apprendre et à faire valider. Il n'y a pas forcément besoin d'une formation qualifiante particulière pour prendre possession de la référence nutrition au sein des EHPAD. Le DU n'est pas obligatoire et il y a plein, effectivement, par contre, maintenant, de formations annexes accessibles pour que les infirmières ou les soignants référents nutrition au sein des EHPAD puissent se former sans forcément avoir une participation financière et un investissement financier. Après, à voir aussi avec vos EHPAD, si vous faites partie de groupes, de solliciter les groupes pour avoir des formations en intra-établissement. Ah, ça a l'air de fonctionner. Bonjour. 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 Ah bah voilà, ça sera plus simple qu'on puisse communiquer. On ne fait pas partie d'un groupe et du coup, effectivement, à chaque fois, c'est un coût, c'est une charge, etc. Et c'est ce qui freine aussi beaucoup, malheureusement, souvent dans l'avancée, justement, de ce genre de pratique. Après, si c'était possible, je souhaite juste intervenir. Nous, c'est vrai qu'on pratique beaucoup la téléodontologie, qui est un bon moyen aussi de diagnostic sans avoir à déplacer, etc. On travaille avec le CHU, le centre expert du CHU de Xavier Arneuzan, et donc des chirurgiens dentistes du coin, qui permettent également de faire des bilans. Et pour le coup aussi, c'est directement pris en charge par la sécurité sociale, vu que c'est dans le cadre de la télémédecine. D'accord. Et c'est quelque chose que vous mettez en place depuis longtemps? Oui, on a commencé déjà à le pratiquer depuis au moins 3 ans. 2-3 ans, oui, effectivement. Alors, c'est aussi à but de diagnostic, d'évaluation. Et après, effectivement, l'avantage aussi, c'est qu'on travaille directement avec le CHU, qui nous permet que s'ils ont besoin, effectivement, de faire des soins dessus, c'est eux qui les reçoivent et au sein d'un établissement de santé adapté pour pouvoir recevoir des personnes qui sont alitées, qui sont dans des états avancés de dépendance. Donc ça, c'est aussi un grand, à la différence avec un dentiste de ville qui ne pourra pas s'occuper effectivement de personnes avec une avancée grabataire. D'accord. Merci pour votre témoignage. C'est intéressant, c'est encore quelque chose qu'on n'avait encore pas forcément abordé, c'est vrai. On a encore 4 minutes, donc n'hésitez pas, c'est le moment. Sinon, en attendant, peut-être Isabella ou Morgane, est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous aimeriez rajouter, une sorte de micro-conclusion de ce qu'il faut vraiment retenir ou de la bonne pratique à appliquer ou un conseil que vous pourriez donner? Alors moi, j'ai une suggestion parce qu'on en avait parlé au sein de Maison Gourmand des responsables du bassin salonnais, que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'EHPAD qui n'ont pas justement la chance de faire partie d'un groupe ou d'avoir des ressources de formation. Et je pense que Maison Gourmand des responsables a un rôle à jouer dedans sur la formation
pour les infirmières, enfin pour les soignants qui souhaitent être référents de nutrition dans les établissements. Je pense que Maison Gourmande et responsables pourraient avoir un beau rôle de formation là-dedans sur la lutte contre la dénutrition. Et oui, alors Maison Gourmande responsable en tant que tel, on n'est pas un organisme de formation, mais effectivement, on travaille en lien, et d'ailleurs, Isabella, vous faites partie de ce groupe-là, avec un organisme qui s'appelle Géronfort. Donc voilà, nous, on n'a pas pour politique de le mettre forcément en avant, c'est celui avec lequel on travaille, il en existe d'autres, mais voilà, si vous voulez plus d'informations sur une formation particulière, n'hésitez pas à revenir vers moi par mail, et effectivement, on pourra voir ce qui est possible de mettre en place dans votre établissement. Alors, il y a une question qui sera à destination de, et après je laisserai un petit mot de fin à Isabella, donc de l'EHPAD qu'a témoigné les jardins de l'Ombrière, je crois. Est-ce qu'on nous demande la théontologie, du coup, comment ça se passe en pratique? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Merci. Si tout le monde me voit. Oui. Ouais, voilà. Donc, en fait, effectivement, c'est le principe de la télémédecine. Donc, c'est toujours un système de visio et avec un médecin que nous avons en face. Et par contre, effectivement, il faut être avec voilà, une caméra, etc. Bon, ça, c'est le principe général de la télémédecine. Et après, effectivement, il faut être équipé de cette petite caméra, voilà, qui est une caméra bucco-dentaire qui permet effectivement de passer. Donc, on est guidé par le chirurgien dentiste qui est de l'autre côté, donc le médecin qui est de l'autre côté de la caméra, qui nous guide, qui nous dit, vous allez effectivement au fond de la bouche, à droite, à gauche, etc. Et donc, il y a une petite caméra là qui lui permet de voir tout l'état bucco-dentaire. Et en fonction effectivement de lui, donc son analyse, il nous dit quelles sont les conduites à tenir. Alors, ça peut être juste des soins, ça peut être, et après, effectivement, ça peut aller jusqu'à de la chirurgie, voilà, dentiste. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je pense. Voilà. Mais il faut être équipé, effectivement, de Peut-être que ça peut intéresser certains EHPAD en termes de coûts, ce genre de matériel, comment c'est estimé à combien à peu près? Nous, on a pu bénéficier de cette caméra via un appel à projet qui s'était présenté il y a 3 ans. Donc, c'est vrai qu'on avait été financé. Voilà, on a eu le matériel qui avait été financé puisque c'était suite à une réponse à un appel à projet. À ce jour, à vous dire exactement quel est le coût de cette petite caméra, je suis désolée, je ne peux pas nous dire. Bon. Je peux pas vous le dire. Voilà. Je pense que la réponse peut se trouver facilement sur Internet. Ouais. Ok. Merci, mais en plus, on a pu voir en visio ce que ça donnait, donc merci beaucoup à vous. Alors, on a une autre question d'une diététicienne. On nous demande quelle texture proposer à un résident qui présente des troubles de la déglutition. Est-ce qu'on est plutôt sur... Enfin, est-ce qu'on va proposer automatiquement des mixés ou autre chose? Alors, oui, c'est une bonne question. C'est vrai qu'il y avait déjà eu un webinaire sur toutes les textures, donc je vous invite à le reconsulter. Alors, c'est vrai que c'est souvent en pratique en cuisine, c'est souvent soit haché ou mixé qu'on va retrouver. En revanche, c'est vrai que si on est dans des protocoles précis ou dans la précision, ça va dépendre du bilan de l'orthophonie, ça va dépendre de la sévérité de la dysphagie. Donc, il y a certaines personnes où juste des aliments, on va dire, hachés vont suffire, sans forcément en présence de pain, etc., bien sûr, selon les bilans, et d'autres où on va être directement en ce qu'on appelle soit du mouliné, selon la granulométrie, ou du mixé. Donc je dirais que souvent en pratique, les équipes pour éviter les difficultés, mettre directement mixer les résidents qui ont des problèmes de dysphagie automatiquement. C'est un peu dommage. Il faudrait vraiment bien évaluer la dysphagie et puis avoir un bilan avec une orthophoniste pour savoir exactement quel type de texture on pourrait leur donner et à réévaluer aussi. Parce que souvent, c'est vrai qu'ils vont rester en mixé et des fois, on peut réévaluer et ça peut évoluer. Voilà, mais c'est vrai qu'en pratique, voilà, c'est souvent le mouliné ou le mixé automatiquement, mais tout peut dépendre du bilan et de la sévérité de la dysphagie. J'espère que j'ai répondu à votre question. Et un petit mot peut-être pour la fin.
Oui, donc écoutez, en tout cas, je vous remercie pour votre écoute et toutes vos questions. C'est vrai que c'est un sujet très, je dirais, très important pour les résidences. Moi, quand je fais les formations, c'est souvent un sujet qui intéresse les équipes et à la fois aussi très anxiogène. Comment on fait, surtout sur l'accompagnement du repas. Souvent, c'est ce type de questions. Je pense que c'est important peut-être en amélioration, c'est de identifier, c'est de pouvoir prévenir justement ces dysphagies qui vont, on voit bien, avoir une incidence à la fois sur la dénutrition. Donc c'est vraiment global. Et je pense qu'avec des équipes, des petits protocoles tout simples de repérage, en formant aussi toutes les personnes qui vont être proches du résident et surtout auprès du repas, en les formant sur les petits les signes avant-coureurs, je pense qu'on pourra vraiment prendre mieux en charge la dysphagie et la dénutrition globalement, pour à la fois maintenir une qualité de vie, à la fois pour les résidents, mais aussi pour les équipes soignantes, où ça demande énormément de temps et aussi de stress par rapport à cet accompagnement au repas. Voilà, en tout cas, Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Merci aux intervenants, à l'établissement qui a participé, à l'établissement qui a pris aussi la parole pendant les questions-réponses. Merci pour votre implication et votre présence au webinaire. Et puis, on se retrouve comme d'habitude le mois prochain sur une nouvelle thématique. Je vous souhaite une bonne journée à tous.